En manchette ce soir, impossible pour les étudiants de voter dans les campus de la région. Est-ce que les jeunes iront se prononcer aux prochaines élections? La SOPFEU se prépare à d'éventuels feux de forêt. Et près d'1 demi-million de dollars investis pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Bon début de soirée, bienvenue au TVA 18h. À l'approche des élections fédérales, plusieurs cégeps et universités offrent la possibilité aux étudiants de voter directement sur leur campus, mais ici dans la région, impossible de le faire. Olivier Morin nous explique la situation. Pour encourager le vote chez les 18-24 ans, Élections Canada met en place des bureaux de scrutin sur les campus universitaires et collégiaux. Mais voilà que cette possibilité n'est pas offerte dans la région. Est-ce que cette absence impactera la participation des jeunes? Oui, certainement. Si c'était plus accessible, ce serait bien pour les jeunes. Justement, on veut qu'ils s'expriment, donc pourquoi pas? Bien, 100 c'est sûr que ça faciliterait la tâche. Je pense que beaucoup de personnes viendraient plus voter si ça serait en place là, sur le campus. Puis, en fait, ma question, c'est est-ce que vous comptez aller voter tout de même s'il n'y a pas de bureau de vote ici à l'UQAT? Oui, honnêtement, je pense que c'est important quand même, mais ça simplifierait la tâche, c'est sûr. Oui, mais je vais voter quand même. OK, vous allez aller voter, donc en fait, vous allez voter par anticipation ou vous allez voter pour le jour des élections? Je vais voter par anticipation. Selon Élections Canada, cette façon de voter a un impact sur la participation des jeunes. Surtout que le taux de participation dans cette tranche d'âge a connu une diminution d'un peu plus de 7 passant de près de 54 en 2019 à un peu moins de 47 en 2021. On a fait des sondages. Il y a beaucoup de jeunes qui nous ont répondu, s'il n'y avait pas eu le vote sur campus, on n'aurait pas voté. Donc, ça aide. Pour aménager un bureau de vote sur un campus, il faut respecter certains critères. Le vote sur campus est fait à l'initiative des institutions ou des associations étudiantes de l'institution. Et il faut qu'il y ait un des critères que je vais nommer. Soit qu'il y ait 4000 élèves en âge de voter, soit que l'institution ait des étudiants d'origine autochtone, soit que l'institution tienne des activités communautaires sur le campus. Si l'un des critères est bon, le campus, l'association étudiante, fait une demande au bureau d'Élections Canada et sur notre site web, il y a toute la procédure. En fait, il suffit d'envoyer un courriel à Élections Canada. Appelé à réagir sur l'absence de bureau de vote sur le campus, l'UQAT a mentionné ne pas avoir reçu de communication de la part d'Élections Canada. De son côté, le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue n'a pas voulu commenter. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et une soirée politique a justement lieu ce soir à Val-d'Or entre les candidats d'Abitibi-Baie James Nunavik EU, Sylvie Bérubé du Bloc québécois, Steve Corriveau du Parti conservateur et Mandy Goldmasty du Parti libéral y seront. Seul le néo-démocrate Tai Higashihara n'a pas répondu à l'invitation. L'événement est organisé par la Chambre de commerce de Val-d'Or et a comme objectif de donner une tribune aux candidats pour leur permettre de partager leurs visions et priorités politiques. Le débat a donc lieu ce soir à 19h à la salle Félix-Leclerc et sera aussi web-diffusé en direct sur la page Facebook de la Chambre de commerce de Val-d'Or. L'un de nos journalistes sera sur place, donc on vous fera le résumé de la soirée au bulletin de demain. Et si vous souhaitez en connaître plus sur les candidats de la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, eh bien, il y aura aussi une autre soirée politique d'organiser à Rouyn-Noranda mardi prochain, le 22 avril, à l'UQAT. Jonathan Andresen pour les libéraux, Sébastien Lemire pour le Bloc québécois et Steve Tardif du Parti conservateur du Canada seront présents. Jérémy Junot, candidat pour les néo-démocrates, n'a toujours pas confirmé sa présence. Et l'événement est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda. Et sur un autre sujet, avec les températures chaudes qui s'en viennent, on n'est malheureusement pas à l'abri des feux de forêt. On a donc fait le point avec la SOPFEU puisque certaines régions sont déjà sous surveillance. Un reportage d'Alexis Dumont. Il y a 2 ans, à la fin du mois d'avril 2023, une hausse des incendies de forêt est observée par la SOPFEU pour la période du printemps. Quelques semaines plus tard, de nombreuses municipalités, dont Normétal, Lebel-sur-Quai, Villon et Sainte-Terre, étaient touchées par de violents incendies de forêt.
2 ans plus tard, la Sopfeu amorce déjà sa préparation en vue de la saison estivale 2025. Nous sommes présentement dans le début de la saison des incendies de forêt. Dans le sud du Québec, donc Outaouais, Laurentides, le sud de Montréal, le danger d'incendie est déjà calculé quotidiennement. Donc des endroits où reste plus de neige dans les endroits ouverts. C'est pas le cas dans le nord du Québec encore, mais comme les semaines avancent, on s'en va de plus en plus vers le beau temps, le temps plus doux, et cela apporte un risque d'incendie. Certaines régions du sud de la province sont déjà sous surveillance, mais rien à signaler pour l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec. La Sopfeu assure cependant déjà présenté des outils afin de préparer les citoyens et les municipalités pour cet été. Il y a certaines municipalités qui sont présentement accompagnées par la Sopfeu. La Sopfeu travaille avec certaines régions pour évaluer le risque, faire un plan, une étude de vulnérabilité, si on veut, autour d'une telle communauté. Et ensuite, la municipalité ou la communauté procède à soit mettre ces recommandations-là en action ou non. Pour les maires et mairesses de Lebel-sur-Quivillon et Sainte-Terre, les préparatifs sont déjà entamés. À Sainte-Terre, des tranchées coupe-feu avaient déjà été érigées et réhabilitées dans le but de bien protéger la municipalité. De leur côté, Lebel-sur-Quivillon se disent prêts à affronter la saison 2025. C'est toujours, dans le fond, important de mettre à jour nos mesures d'urgence, les responsables, les endroits, les numéros de téléphone. Donc, c'est quelque chose qu'on tient à jour tout le temps. Fait que je dirais que c'est la façon qu'on se prépare. On a eu beaucoup de neige cet hiver. Espérons avoir un petit peu de pluie au printemps avec ça. Fait que les sols devraient être quand même assez humides assez longtemps en mai. Fait que ça va nous donner un coup de main, évidemment. Mais on ne contrôle pas l'humain ni la température. Mais on est prêt. S'il arrive quelque chose, on est prêt. Après une saison 2023 assez occupée, celle de 2024 avait été beaucoup moins dévastatrice. Quoi qu'il en soit, les municipalités se disent prêtes à affronter la saison 2025 telle qu'elle se présentera. Alexis Dumont, RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Craignez-vous d'autres feux de forêt sur le territoire? » Vous avez répondu oui à 60 %. Et le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue a reçu un montant pour lutter face aux espèces envahissantes floristiques. On écoute le reportage de William Maillé. Le coup de pouce reçu par le Conseil régional de l'environnement, le CREAT, lui permettra de contrer les espèces envahissantes floristiques. Ces plantes, qui nuisent notamment à l'agriculture et aux différents plans d'eau, comptent certaines espèces en région qui peuvent causer de légères brûlures à l'humain. On retrouve le panier sauvage, qui est une espèce qui peut avoir justement un potentiel aussi de brûlure en cas de contact. Et on sait qu'on a du panier sauvage, par exemple, dans le secteur Abitibi-Ouest, dans le secteur Tachereau, et aussi dans le secteur Témiscamingue, Notre-Dame-du-Nord, Ville-Marie. Donc, ça peut représenter un risque, surtout pour les enfants qui peuvent faire du vélo, là, justement, dans les zones où on en retrouve. Prévenir plutôt que guérir face aux espèces envahissantes coûte beaucoup moins cher. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire à ce niveau-là, tant à l'échelle citoyenne qu'à l'échelle municipale. De dire, il y a peut-être du fauchage qui peut être fait pour éviter leur propagation. Pour l'instant, on n'a pas une technologie très efficace pour supprimer les espèces quand elles sont arrivées. Donc, on travaille beaucoup en prévention et heureusement, on a encore beaucoup de prévention à faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore beaucoup d'espèces exotiques en région. Parfois, surprenamment. Parfois, on s'étonne de ne pas avoir certaines espèces en région. On doit refaire un plan d'action. Même si des efforts sont déployés depuis quelques années, le Comité régional de lutte contre les espèces envahissantes, dirigé par le CREAT, veut continuer de se diversifier. J'avoue que les efforts avaient été tournés davantage vers les milieux hydriques. Mais justement, avec l'arrivée de ce mandat-là et de fonds associés, ça peut être intéressant justement de se réorienter peut-être un peu des actions vers d'autres milieux qui avaient peut-être été délaissés dans les dernières années. On a un exemple à l'échelle provinciale avec notre région, cette mobilisation des acteurs, ce réseautage, cette collaboration au sein de ce comité-là est vraiment précieuse. Et on fait des envieux ailleurs au Québec. William Maillé, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et ensuite, la Sûreté du Québec a pu élucider plusieurs dossiers de vol dans les véhicules.
La semaine dernière, les policiers ont perquisitionné un immeuble à logement sur la 7e rue à Rouyn-Noranda et sur les lieux, plusieurs items volés ont été saisis. Il prévoit d'ailleurs l'arrestation imminente de 2 suspects, une femme de 37 ans et un homme de 43 ans. Et la SQ rappelle l'importance de verrouiller les portières lorsque le véhicule est sans surveillance. Et d'ailleurs, si vous avez pris la route aujourd'hui, vous avez peut-être été surveillé de près, puisque la Sûreté du Québec tenait aujourd'hui une vaste opération de sécurité routière partout dans la province. Les agents surveillaient les excès de vitesse, la conduite avec les facultés, les capacités affaiblies, oui, la fatigue au volant et les distractions. Le non-port de la ceinture de sécurité était aussi dans la mire, alors qu'elle est responsable quand même de 20 des collisions mortelles. Et on poursuit avec le Parti québécois qui demande au gouvernement Legault d'agir face à l'augmentation du crime organisé en région. Le PQ dénonce le fait que les récentes hausses budgétaires sont trop faibles pour faire face à la situation. Le taux de criminalité dans la province a connu une progression de 23,5 en 3 ans, entre 2020 et 2023. Et parmi ces autres engagements, le PQ compte ajouter 800 policiers supplémentaires et aussi embaucher une centaine de travailleurs de rue et sociaux dans les organismes communautaires régionaux. On a parlé avec les intervenants dans le secteur de la prévention, les organisations communautaires, les services de police, les gens qui sont spécialisés dans la lutte au crime. Et partout, le message est le même. C'est qu'on est en manque de ressources. Le dialogue n'est pas facile avec le gouvernement du Québec qui s'en tient à des plans rigides qui ont déjà été fixés un certain temps. Et surtout, on a mis fin à des programmes, notamment à Montréal, mais aussi à Québec, de formation d'agents de police communautaire. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le Conseil de la culture a dévoilé ce matin les finalistes des prix d'excellence en agriculture de l'Abitibi-Témiscamingue. Je vous en parle après la pause dans la chronique culturelle. Nouvelle économique TVA. Mathieu et Maxime Godbout sont les nouveaux propriétaires de ProNature Amos, Centre du Travailleur Plus. Passionnés de chasse, ils ont investi plus de 1,2 million de dollars dans ce projet. Ils souhaitent moderniser l'offre et créer une forte image de marque de leur commerce. Boutique en ligne, chronique et analyse de produits, stations relais dans les dépanneurs de la région et programmes de récompense sont en développement. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Les marchés financiers ont chuté ces derniers jours avec les annonces récentes des tarifs de l'administration Trump. Et vos investissements comme les CELI ou les REER pourraient eux aussi en subir les contre-coups. Alexandre Cabana en a discuté avec un planificateur financier. Vous êtes un expert de ça, la gestion de patrimoine. Il y a plusieurs Témiscabitibiens qui se sont peut-être réveillés dans les derniers jours, qui ont regardé leur CELI et qui ont fait « Oh, ça a baissé ». Pourquoi ça a baissé? Puis est-ce que ces gens-là sont seuls dans ce bateau-là? Non, écoutez, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens au Canada ou aux États-Unis présentement qui ont des relevés de placement qui sont positifs, là. Ceci étant dit, il ne faut pas céder à la panique. Le temps va arranger les choses, le temps étant le meilleur ennemi des investisseurs et la panique étant le pire ennemi des investisseurs. Évidemment, tout ça, on parle de la grande économie entre les pays, tout ça, ça l'affecte le portefeuille des gens ici en Abitibi. Comment ça que nos CELI, nos REER sont à ce point-là affectés par ce qui se passe au sud de la frontière? Bien, comme tu viens de le dire, c'est les incertitudes qui sont créées. On annonce des tarifs, on enlève les tarifs, on met des tarifs, on enlève des tarifs. On ne sait pas sur quel pied danser. Les investisseurs n'aiment pas ça et les entrepreneurs non plus. Les tarifs, c'est une taxe. On ne se le cachera pas, là. C'est une taxe directe aux consommateurs. Donc, c'est moins d'argent dans les poches des gens si tous ces tarifs-là sont mis en place, là. Le président des États-Unis change d'idée comme il change de chemise, là. Une journée, il dit une chose, le lendemain, c'est autre chose. Par contre, c'est fort probable que le gros de la vague soit passé, là. Demain, on va annoncer une modification du taux directeur.
Ça semble être une grande journée dans le monde de l'économie, mais pour le commun des mortels qui se dit, oui, le taux directeur va peut-être baisser d'un quart de point, qu'est-ce que ça va changer à ma vie, ça? La nouvelle sur l'inflation est sortie. L'inflation au Canada est à 2,3 %, ce qui est une bonne nouvelle en soi. L'inflation se stabilise. Est-ce qu'on va payer moins cher demain matin? Non, mais au moins, là, les prix à la consommation semblent un petit peu plus à la normale. Une baisse du taux directeur veut dire que les taux d'intérêt vont baisser. C'est fort possible que le gros soit passé. Marc, merci beaucoup d'avoir écouté. Hey, ça me fait plaisir. Et avis aux organismes culturels amateurs ou professionnels de Rouyn-Noranda, vous pourriez avoir l'opportunité de donner vie à l'un de vos projets puisque le dépôt de candidature pour le programme de soutien aux projets culturels est lancé. 5 volets différents sont proposés, soit régulier, éducation et lutte contre l'exclusion culturelle, médiation culturelle, aînés et jeunesse. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 juin 2025 et la période de réalisation des projets sera entre juillet 2025 et mars 2026. Justine, les finalistes des prix d'excellence en arts et culture de l'Abitibi-Témiscamingue ont été dévoilés ce matin. Oui, Kémélia, et c'est la 25e édition des prix d'excellence des arts et de la culture en Abitibi-Témiscamingue. Alors, c'est une édition qui est encore plus spéciale et cette année, c'est la littérature et les contes qui sont mis à l'honneur. Et TVA Abitibi-Témiscamingue est partenaire des prix. Alors, on vous invite à aller voter pour le prix du public TVA jusqu'au 8 mai sur le site du Conseil de la culture. Les finalistes sont Véronique Filion, Chantal Labrec, Jessie Gaumont, Virginia, PC Mapéo Bordelot, et Lucie Roy. Alors, allez voter sur le site du Conseil de la culture pour le prix du public. Le gala de la remise des prix d'excellence en art et culture a lieu le 8 mai prochain au Théâtre des Oscars d'Amos et tout le monde est bienvenu à assister à cette cérémonie. C'est vraiment un gala qui est important, une remise de prix qui fait vraiment une différence dans le monde artistique régional. Les prix d'excellence en art et culture, c'est très important pour nos artistes régionaux parce que ça leur permet, à quelque part, dans leur parcours de professionnalisation et d'artistes professionnels, de reconnaître leur talent, leur importance, leur signification dans la région et dans tout le Québec. Et pour eux, c'est comme ça, hein? CV d'artiste, c'est avec des prix, des mentions, des reconnaissances par les pairs. Fait que c'est vraiment important, cette petite tape-là dans le dos pour eux. En fait, c'est beaucoup de fierté et d'émotion, de voir le travail que nos artistes font, de voir, derrière, de l'autre côté, là, tout le travail qui se fait, la signification. C'est ça que je trouve touchant dans la remise des prix. Et là, Justine, on veut savoir qui sont les finalistes du prix Artiste de l'année. Et oui, Kémélia, on retrouve comme finalistes Catherine Perrault, Mélanie Nadeau et Martha Sáenz de la Calzada. Ce sont 3 femmes qui sont finalistes pour ce prestigieux prix et une d'entre elles va remporter le prix Artiste de l'année qui vient aussi avec une bourse de calque de 10 000 $. Elles ont chacune marqué la région et le domaine culturel de la région à leur façon avec leurs écritures et tous leurs projets. La liste complète des 22 finalistes de tous les autres prix est disponible sur le site Internet du Conseil de la culture. Je vous invite à aller la consulter. Et j'ai rencontré Mélanie Nadeau, une des 3 finalistes du prix Artiste de l'année. Voici ce que cette nomination représente pour elle. Ça me fait tellement sentir fière, vraiment. On dépose notre candidature en étant un peu gênée, mais en même temps, en regardant tout le travail parcouru, puis tu dis, OK, j'ai quand même fait tout ça. Puis après ça, le jury décidera. Puis là, d'être à côté de Catherine, de Martha, c'est un honneur. Je suis vraiment contente. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont penchés sur ton dossier puis ton parcours, puis qui se sont dit, tiens, elle, ça vaut la peine de l'encourager. Fait que c'est gros, quand même, pour moi, oui. J'ai envie qu'on se célèbre, puis pas juste les prix artistes de l'année, mais tout le monde qui sont en nomination, puis tous ceux qui font leur chemin, puis qui lâchez pas. Et je termine en vous mentionnant que la programmation des spectacles gratuits du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue a été dévoilée. Ce sont 15 artistes qui vont se produire dans la zone Agnico Eagle, une scène extérieure cet été. On va pouvoir retrouver All in the Bin, Audrey Fluet, Pal Pal, Jazz, Belle Lurette et plusieurs autres seront en spectacle totalement gratuitement du 24 au 31 mai prochain. Je vous invite à aller découvrir la liste complète des artistes sur les réseaux sociaux du Festival des guitares du monde. Merci Justine, ce sera l'occasion
l'occasion de découvrir de nouveaux artistes. On se revoit dans quelques minutes pour la météo. On va avoir besoin d'explications là, avec Dame Nature qui nous envoie un mélange de pluie, de neige. Les Huskies sont de retour en action ce soir du côté d'Halifax pour le 3e match de cette 2e ronde. On met la table sur l'affrontement après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et dans les séries de la LHJMQ, les Huskies de Rouyn-Noranda affrontent ce soir les Mooseheads d'Halifax pour le match numéro 3 du 2e tour. La troupe de Steve Hartley entame son voyage de 3 matchs à Halifax avec confiance après avoir dominé les 2 premiers affrontements 4-1 et 5-0. Et ailleurs dans la LHJMQ, toutes les autres équipes sont également 2-0. Les Wildcats de Moncton, l'Océanique de Rimouski et les Cataractes de Shawinigan sont devant dans leurs séries respectives. Et maintenant, dans les sports de combat, les performances des frères Mongrain au début du mois d'avril au championnat canadien de karaté en Colombie-Britannique solidifient leur avenir. La prochaine compétition pour les frères Mongrain va se dérouler à l'Open international de Montréal au début du mois de mai. Ils prendront ensuite part à la mi-août à la prestigieuse compétition K1 de la Youth League WKF à Monterrey, au Mexique. Et leurs bonnes performances leur ont aussi permis de recevoir une invitation pour le 11e championnat du monde du Japon. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, t'as sorti ta duc, ça veut dire que c'est pas fini pour la neige. Ah oui, Camélia, j'avais pas le choix ce soir. C'est assez frisqué à l'extérieur, je vous le dis. Si vous sortez marcher dehors après le souper, habillez-vous chaudement, vous allez en avoir besoin. Ce qui nous attend pour le reste de la soirée, c'est une fine neige mêlée de pluie sur l'ensemble du territoire. Une accumulation quand même de 2 à 4 cm de neige au courant de la nuit, avec quelques rafales de vent à 50 et un minimum de -5. Demain, en Abitibi, on aura de la neige encore une fois, une accumulation de 2 à 4 cm accompagnée de bonnes rafales de vent et un maximum de -1. Pour le Témiscamingue, une neige intermittente aussi qui devrait cesser le matin. Par la suite, un petit 40 de probabilité d'averse pour le reste de la journée. Ce sera aussi venteux avec un maximum de 1 degré. Et en aperçu pour jeudi sur l'ensemble du territoire, le soleil sera de retour avec un maximum de 7 degrés. Alors, le petit soleil qui s'en vient jeudi nous donne de la force pour traverser la journée nuageuse et avec la neige de demain. Et merci, Justine. Et en terminant, je vous informe que c'est toujours 0-0 pour les Huskies de Rouyn-Noranda contre Halifax. Donc, encore une fois, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain midi. À demain.